cette quatrième lecture participative d'aborder cette question à partir d'un extrait de l'œuvre de Simone Weil, L'Enracinement. Pascal Chabot est professeur de philosophie à l'IEX. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'analyse et de réflexion philosophique sur notre société en transition, Global Burnout, l'âge des transitions. Je citerai en particulier son prochain ouvrage qui va sortir ce 6 septembre aux presses universitaires de France, Exister, résister, ce qui dépend de nous, un essai sur le système, les forces et le soi. À la lecture de l'extrait choisi, la comédienne et soprano Julie Praillet. La musique prendra place évidemment au cours de cet atelier philosophique. Sylvie Richard et Noé Jules Roux vous présenteront une berceuse opus 16 en ré majeur de Gabriel Fauré et une composition personnelle de notre pianiste, jeune pianiste Noé, Comme un rêve pour flûte et piano. Je cède de suite la parole à M. Chabot. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là pour parler ensemble et décortiquer un texte d'une philosophe, Simone Weil, qui n'est pas la Simone Weil que l'on connaît politiquement, ce n'est pas la Simone Weil de la loi sur l'IVG, c'est une philosophe qui est née en 1909 à Paris, et pour vous dire quelques mots de sa vie d'abord, j'ai presque envie d'être romanesque, car s'il y a des penseurs, des philosophes dont la vie se confond presque entièrement à leurs livres, des philosophes pour ainsi dire immobiles, elle, que ce soit dans son corps, que ce soit dans son âme aussi, a fait preuve d'une mobilité assez impressionnante. C'est un tempérament. Cette femme, c'est quelqu'un d'extrêmement ardent, avec un besoin de vérité, un besoin d'absolu aussi, qui a marqué toute son œuvre. Elle naît, je vous le disais, en 1909, dans un milieu juif et agnostique à Paris. Elle rencontre assez tôt la philosophie. Elle suit l'enseignement d'Alain, un autre philosophe dont on parle relativement peu, un philosophe de la grande clarté, qui écrit une série de propos que l'on dirait un peu faciles a priori, mais qui sont souvent d'une très grande justesse. Et en plus de cet apprentissage de la philosophie, dès le début, on voit chez Simone Weil une sorte de révolte quant au malheur, qui n'est pas une révolte toute intellectuelle, mais qui est une sorte de commisération, une sorte de souffrance qui est toujours en phase avec le malheur. On dit, et c'est pas qu'on le dit uniquement, on le dit parce que c'est vrai, qu'à l'âge de 5 ans, entendant ce qui se passe en 1914 dans les tranchées, elle décide de ne plus jamais manger de sucre, et elle envoie tout le sucre qu'elle ne mange pas, elle le fait envoyer par ses parents plutôt au front. Et toute sa vie aura été comme cela, marquée par une sorte de privation pour sentir ce que c'est qu'une souffrance sur cette terre, souffrance qui l'a toujours émue, mais plus encore qu'émue, mobilisée en la révoltant. En 1932, elle est assez consciente de la montée de l'hitlérisme. Elle part en Allemagne pendant plusieurs mois, et c'est une des premières à écrire un texte extrêmement lucide sur la montée qu'elle pense inéluctable déjà d'Hitler. Elle enseigne la philosophie grecque, elle enseigne Platon, bien entendu, elle enseigne Descartes, et puis à un moment elle décide que cette vie toute intellectuelle n'est pas à la hauteur des enjeux de son époque, et en 1934 elle prend un congé de son métier de professeur, et elle va travailler comme ouvrière parmi les ouvriers, d'abord comme ouvrière de presse à Alstom, pressant donc des objets, et puis comme fraiseuse chez Renault pendant plusieurs
plusieurs années, 2 ans, 2 ans et demi en tout, vivant exactement la condition ouvrière et dénonçant en écrivant non seulement l'exploitation, mais aussi l'épuisement, la pauvreté, qu'elle chaque fois vit dans son corps, parce que vous vous doutez aussi peut-être que quand on a ce type de sensibilité prête à accueillir d'une certaine manière en soi la souffrance d'autrui, le corps, et pas seulement l'esprit, est aussi dans quelque chose comme une sorte de souffrance. Face à la montée de la guerre, elle est d'abord dans un pacifisme qui est un pacifisme intransigeant. Elle cherche toujours la paix. Cela lui sera à un moment reproché. Mais tout en étant pacifique, elle s'engage cependant dès 1936 en Espagne, où à nouveau elle combat le fascisme, tout en combattant aussi à sa manière, en étant en tout cas révoltée par les morts que les républicains espagnols aussi pouvaient causer. Et en 1942, elle part pour les États-Unis avec sa famille. Mais là, contrairement à beaucoup de réfugiés qui avaient à fuir le nazisme, elle se sent trop loin, trop éloignée. Elle revient en Angleterre. Elle houspille le général de Gaulle pour être envoyée en France parce qu'elle veut souffrir parmi ceux qui souffrent. Le général de Gaulle dit elle est complètement folle. Je ne peux rien pour elle. On va juste lui donner un métier intellectuel. Et souffrant à nouveau, et en phase avec ce que la France vivait, elle écrit ce grand ouvrage sur l'enracinement et sur le déracinement que nous allons lire. Elle l'écrit et il sera inachevé parce qu'en 1943, à l'âge de 34 ans seulement, elle décède des suites à la fois d'une tuberculose et puis d'une sorte de décision de ne plus s'alimenter. Je vous le disais, c'est une vie extrêmement puissante. C'est une femme qui est extrêmement belle dans ses engagements. Et je crois qu'on va sentir dans le texte que Julie va nous lire, et qu'après avoir écouté Fauré, nous décortiquerons ensemble, morceau par morceau. On sentira à la fois son intransigeance et puis son désir de dire le concept du problème, de ce qui est à penser. De nos jours, un homme peut appartenir au milieu dit cultivé, d'une part sans avoir aucune conception concernant la destinée humaine, d'autre part sans savoir, par exemple, que toutes les constellations ne sont pas visibles en toute saison. On croit couramment qu'un petit paysan d'aujourd'hui, élève de l'école primaire, en sait plus que Pythagore, parce qu'il répète docilement que la Terre tourne autour du Soleil. Mais en fait, il ne regarde plus les étoiles. Ce soleil dont on lui parle en classe n'a pour lui aucun rapport avec celui qu'il voit. On l'arrache à l'univers qui l'entoure, comme on arrache les petits Polynésiens à leur passé, en les forçant à répéter « Nos ancêtres les Gaulois avaient les cheveux blonds ». Ce qu'on appelle aujourd'hui instruire les masses, c'est prendre cette culture moderne, élaborée dans un milieu tellement fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité, en noter tout ce qu'elle peut encore contenir d'or pur, opération qu'on nomme vulgarisation, et en fourner le résidu tel quel dans la mémoire des malheureux qui désirent apprendre, comme on donne la béquille à des oiseaux. D'ailleurs, le désir d'apprendre pour apprendre, le désir de vérité est devenu très rare. Le prestige de la culture est devenu presque exclusivement social, aussi bien chez le paysan qui rêve d'avoir un fils instituteur ou l'instituteur qui rêve d'avoir un fils normalien, que chez les gens du monde qui flagornent les savants et les écrivains réputés. Les examens exercent sur la jeunesse des écoles le même pouvoir d'obsession que les sous sur les ouvriers qui travaillent aux pièces.
Un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que, s'il est paysan, c'est parce qu'il n'est pas assez intelligent pour devenir instituteur. Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont que deux comportements possibles. Ou ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie.
Merci Sylvie et Noé pour cette très belle verseuse, et à ceux qui voudraient prendre le pli de la verseuse, c'est-à-dire sommeiller, je pose directement Simone Weil qui a pour fonction et unique tâche de toujours réveiller les consciences. Donc c'est tout en contraste. Il y a des philosophes qui convoquent, qui construisent une sorte de nous familier en disant regardez, nous pensons tous plus ou moins la même chose, en essayant de trouver un consensus entre eux et leurs lecteurs. C'est pas le cas de Simone Weil. Il y a d'autres philosophes qui invoquent une vérité transcendante ou une sorte d'absolu qui serait extérieur et vers lequel chacun devrait se tourner. Ce n'est pas non plus le cas de Simone Weil. Il y a d'autres philosophes qui essayent de dire d'où ils parlent, ce qu'ils sentent, pourquoi ils disent les choses de cette manière-là, défilant un petit peu le fil de leur propre vocation. Ce n'est pas non plus le cas de Simone Weil. Elle cherchera toujours à réveiller, c'est-à-dire à provoquer. Elle cherchera toujours à mettre le doigt là où ça fait mal, cherchant pour ainsi dire le nom de son problème. Et peut-être est-ce là une manière de décrire la philosophie que de dire non seulement quel est le problème, mais comment nommer ce problème de la manière la plus pure, de la manière la plus juste. Et le problème, nous allons essayer de le suivre, d'en comprendre le nom, puisque ce nom, c'est le déracinement, avec ce texte qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été écrit en 1943, et dont je dois vous dire un petit mot avant de rentrer vraiment dans le vif des phrases, dans le vif de l'argumentaire, puisque c'est cela qui nous intéresse ici. Il faut savoir qu'elle commence le texte par une déclaration des devoirs envers l'être humain. De Gaulle, en 1942, à Londres, avait dit « Pour après la guerre, il faudra faire une sorte d'aggiornamento de la déclaration des droits de l'homme. » Et Simone Weil dit « Les droits de l'homme, bien sûr, mais d'abord les devoirs envers l'être humain. Nous avons d'abord, les uns envers les autres, des devoirs. Nous devons apporter aux autres la liberté, la sécurité, nous devons apporter la paix. Voilà tout ce que nous devons les uns aux autres. Et pourquoi est-ce que nous le devons de manière toujours plus urgente aujourd'hui, surtout en période de guerre? Mais parce que l'humanité est de moins en moins enracinée, de plus en plus déracinée. Que veut-elle dire par là? Voilà ce qui va nous occuper cet après-midi. Ce qui va nous occuper de manière critique aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'elle était mystique à sa façon que ceci est du pain béni. Restons toujours, évidemment, extrêmement dialectique, extrêmement critique, même quand on est subjugué par le pouvoir d'une prose. Alors, on a décidé, Julie et moi, de découper le texte en 6 morceaux. On va commencer par le premier. Bien sûr, il s'agit de lecture participative, c'est-à-dire que vos lumières et les nôtres sont en place conjuguées. N'hésitez pas à intervenir. De nos jours, un homme peut appartenir au milieu dit cultivé, d'une part sans avoir aucune conception concernant la destinée humaine, d'autre part sans savoir, par exemple, que toutes les constellations ne sont pas visibles en toute saison. Est-ce que ceci, comme départ, vous inspire une première réflexion? Elle parle de la culture, donc elle parle de la culture et elle nous dit ce que c'est ou ce que ce n'est pas que d'être cultivé. Quelqu'un veut prendre la parole ou on s'échauffe d'abord un petit peu? Elle parle de la culture qui va rester sa question tout au long, en disant 2 choses. En disant, d'abord, il y a moyen de concevoir
une culture qui n'est absolument pas métaphysique. C'est-à-dire, il y a moyen de concevoir une culture dans laquelle la question de la destinée humaine est absente. C'est une affirmation qui est une affirmation extrêmement forte, parce que ce que l'on peut attendre d'une culture, ce qui devrait être au centre d'une culture, c'est, on peut dire, une eschatologie, une sorte de méditation sur les fins dernières, c'est une sorte peut-être on dit aussi de sotériologie, c'est-à-dire une doctrine du salut. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Qu'est-ce que le destin? Elle dit, de nos jours, cette question-là est complètement évacuée de la culture. Il n'y a plus de culture qui soit animée par une pensée sur qu'est-ce que la destinée humaine. Ceci est une idée, personnellement, me parle autant de 1943, mais je n'étais pas là, que de 2017. Nous pouvons concevoir aujourd'hui une culture où cette question-là est évacuée. Et elle dit en plus, qu'il y a moyen de concevoir une culture dans laquelle toutes les constellations, dans laquelle on ignore donc que toutes les constellations ne sont pas visibles en toute saison. Pour cela, elle le complète en disant ceci, dans la deuxième partie. On croit couramment qu'un petit paysan d'aujourd'hui, élève de l'école primaire, en sait plus que Pythagore, parce qu'il répète docilement que la Terre tourne autour du Soleil. Mais en fait, il ne regarde plus les étoiles. Ce soleil dont on lui parle en classe n'a pour lui aucun rapport avec celui qu'il voit. On l'arrache à l'univers qui l'entoure, comme on arrache les petits Polynésiens à leur passé, en les forçant à répéter « Nos ancêtres, les Gaulois, avaient les cheveux blonds ». Oui, monsieur? Mais il y a quand même une grosse différence entre l'époque de Simone Weil et la nôtre, parce que du temps de Simone Weil, pour découvrir l'essentiel de la culture, il fallait lire tous les textes. Maintenant, avec les mots-clés, grâce à Google, on accède à tous les textes référents par rapport aux mots-clés qui nous touchent. Donc l'approche est complètement différente des la culture. C'est certain que ce sont deux cultures différentes, mais peut-être qu'il y a un problème qui reste commun, c'est regardons-nous les étoiles. Et elle dit, il commence à dire, attention, nous ne regardons plus les étoiles et le soleil dont nous parlons, c'est-à-dire le mot soleil, n'est pas une motivation à, non pas regarder le soleil, nous sommes d'accord, mais considérer ce qu'est le grand astre. C'est-à-dire qu'elle conçoit une culture qui est éloignée de l'expérience, comme si quelque chose faisait écran entre ce que nous savons et la réalité elle-même. Ce qui fait écran aujourd'hui entre ce que nous vivons et ce que nous apprenons, ce sont précisément les écrans. Elle est une des premières à ce moment-là, mais en reprenant le fil du XVIIIe siècle, par exemple, de Rousseau, en disant il y a une sorte d'arrachement, une sorte d'immense fracture entre le savoir humain et l'expérience humaine. C'est le premier symptôme du déracinement, tel qu'elle l'exprime dans ce texte, c'est attention, nous sommes extrêmement loin de la réalité, nous sommes toujours plus loin de la réalité. Et je vous suis en disant que la culture aujourd'hui a été profondément transformée par Google. Mais peut-être que la conséquence en est inverse à celle que vous direz, c'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui dans une culture qui est agie par Google, c'est que notre culture est encore plus loin que la guerre de l'expérience. Nous sommes de plus en plus loin de ces étoiles que l'on regardait. On ne regarde plus les étoiles. Nous sommes de plus, on les regarde en tout cas, vu la pollution visuelle des villes, je crois qu'on les regarde bien moins qu'auparavant. Et d'une certaine manière, nous sommes, avec cette culture, avec notre culture de plus en plus virtuelle, dans un sentiment de grande liberté par rapport à l'expérience. Nous nous disons, tiens, mais
il suffit de... le monde de la matière, finalement, est un monde qui peut être organisé par des ouvriers. On va y venir. Hein. Il suffit d'agir par la technique, il suffit de faire cela, il suffit de faire cela. Donc on a une sorte de rapport à la grande liberté, puisque nous sommes dans une civilisation quand même où domine à la fois l'informatique, mais ce qu'on peut appeler les gens du cerveau, les gens de la tête, pas les gens de la main. Il y a un livre qui est tout à fait intéressant d'un Américain qui s'appelle Matthew Crawford, qui disait « Attention, attention à ne pas vous croire tellement libre. » Regardez un petit peu le cuisinier qui travaille. Vous croyez qu'il est si libre que cela? Être un grand cuisinier, c'est certes un peu de créativité à un moment, mais c'est avant tout connaître la matière, regarder la matière, savoir ce que tel légume, telle chair de poisson peut demander. Et il y a ici quelque chose qui est le contraire d'un arrachement à l'expérience, c'est un désir d'aller toujours plus vers le concret. Et finalement, les philosophies, comme la sienne, ne sont pas des philosophies qui poussent les gens toujours davantage vers l'intellect, vers la libération par la très haute culture, mais à rebours vers l'expérience. Sinon, on est arraché. Sinon, on est arraché. On est arraché à l'expérience parce que la culture peut être tout simplement imposée à la personne qui n'a pas de lien viscéral avec cette culture. Et la comparaison qu'elle prend, c'est les Polynésiens, dans une prose très anticoloniale, et toute sa vie, elle aura dénoncé tout type de colonialisme en disant « Votre culture, à vous qui ne regardez plus les étoiles et qui a un nez que les étoiles sont dans telle ou telle constellation, elle est semblable à celle des petits Polynésiens qui sont obligés de répéter nos ancêtres les Gaulois avec les cheveux blonds. » C'est évidemment la phrase canonique pour montrer le fait que la culture peut être imposée par la force, et l'ennemi de Simone Weil, c'est toujours la force. Elle n'a qu'un ennemi, la force, la force, la force. C'est qu'un ennemi, et d'une seule façon, qu'un ami, je dirais, c'est la justice. Le contraire de la force, c'est la justice. Il y a ça dans ce texte. Dans ce texte, c'est très puissant. La force, entendu ici, j'ai l'impression un peu comme le côté obscur de la force. Évidemment, né en 1909, étant témoin de la Première Guerre mondiale, qui était d'un point de vue humain encore pire que la deuxième, parce que l'homme s'est trouvé face à une machine de mort. Désolé. Oui. Peut-être Parce que plus efficace. Est-ce que ça m'envoie On est là. Merci, excusez-moi, j'arrive pas à m'envoyer plus que ça. Non. Je trouvais contraire à la force, je suis une boutade à la force obscure, côté obscur, parce que bon, la force a aussi un côté lumineux. Mais évidemment, né à l'époque à laquelle elle est née, j'ai l'impression que ce soit attaché au corps, au point que n'a même pas attendu d'être éliminé par ceux qui avaient bien fait, eu plaisir de le faire. Et donc, elle a senti la nécessité, j'ai l'impression, la nécessité de s'attacher à ce corps qui était, en ces années-là, extrêmement offensé et vilipendé. Donc, elle va toujours chercher côté de la souffrance. Et donc, elle n'arrive pas à regarder, avoir un regard plus envers un espoir, vers une âme qui peut aussi se détacher ou peut-être ne cherche que ça. Merci madame. Oui, merci pour ce partage d'une impression par rapport à elle. J'ai deux choses à dire sur ce que vous dites. C'est vrai que la souffrance, le rapport
à l'injustice, le rapport au malheur sont fondateurs chez elle. Cependant, ce n'est pas pour ça qu'elle ne s'en détache pas. Il y a un côté extrêmement mystique chez Simone Weil. Elle a écrit La Tente de Dieu, par exemple. Elle a écrit plusieurs livres dans lesquels elle égale certaines des très grandes mystiques, mais c'est toujours sur fond de malheur. Et elle dit, si le christianisme m'intéresse, en tant que juive qui n'a pas rejoint le christianisme, mais qui était cependant d'une certaine manière une mystique, classée parmi les mystiques chrétiennes, c'est parce que c'est une religion d'esclaves. Tout à fait anti-Nietzsche, tout à fait anti-Nietzsche, mais ça veut dire, c'est parce que c'est une religion qui est capable d'aller vers l'esclavage et de dire que l'injustice est là. L'injustice est là parce que la force règne. Et j'entends ce que vous dites à propos de Dark Vador et du côté obscur de la force. Pour Weil, il n'y a dans la force que obscurité. La force n'est jamais juste, parce que ce n'est pas son sujet. La force, elle est physique. La force, elle peut être psychique, mais elle n'est jamais éthique. Il n'y a pas de force juste. Elle a un texte sur l'Iliade, elle qui connaissait vraiment très très bien la culture grecque, qui est un texte magnifique. Magnifique, parce que c'est une grande écrivain. Et elle dit, dans l'Iliade, chez Homère, on voit Achille, on voit Hector, on sait qu'ils vont vers le sang, on sait qu'ils vont mourir, et il n'y a que des morts dans l'Iliade, il n'y a que de la force, il n'y a pas un seul bain chaud, dit-elle, il n'y a pas ceci qui nous donne une civilisation bienveillante, il n'y a pas de féminité, il y a juste une virilité forte, et c'est cela qui règne. Elle a cette phrase dans ce texte en disant « On ne peut aimer et être juste, on ne peut aimer et être juste que si l'on connaît l'empire de la force et que l'on sait ne pas la respecter. » Je trouve cette phrase très forte. Connaître l'empire de la force et savoir ne pas la respecter. Et la seule chose qu'elle peut dire, c'est qu'il y a un moment où on peut embrigader la force pour qu'elle devienne autre chose, c'est-à-dire qu'elle devienne justice. Mais on change vraiment de registre, et c'est ce changement-là qui est nécessaire. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait beaucoup réfléchir, parce que je crois qu'on est dans une philosophie qui est parfois, voilà, une tendance assez nietzschéenne, et on est subjugué par la force dans notre époque où nous ne connaissons que cela. Nous ne soupçonnons même plus ce pétrole qui est capable de pousser une voiture à 130 km à l'heure, alors que la voiture pèse une tonne, on ne le soupçonne même plus. Cela est bien sûr le lieu de la force. Cela est bien sûr le lieu de la force. Elle essaye d'aller vers l'autre côté. Peut-être pour... Vous pouvez me dire où ça fait réfléchir, et justement le problème de la culture est que parfois on demande aux enfants d'apprendre quelque chose, mais on ne leur demande pas de réfléchir. Et justement, la réflexion change les choses et aurait permis, en discutant par exemple des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, eh bien si on avait réfléchi, ils auraient bien compris qu'eux n'étaient pas descendants des fameux Gaulois. Oui, tout à fait, sauf que parfois c'était 2 coups de latte sur les doigts. Hein. Je veux dire, c'est ça. Mais oui, tout à fait. Et elle le dit d'ailleurs. Elle le dit. Peut-être lire le 3e et le 4e. Ce qu'on appelle aujourd'hui instruire les masses, c'est prendre cette culture moderne, élaborée dans un milieu tellement fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité. On notait tout ce qu'elle peut encore contenir d'or pur, opération qu'on nomme vulgarisation, et enfourner le résidu tel quel dans la mémoire des malheureux qui désirent apprendre, comme on donne la béquille à des oiseaux. D'ailleurs, le désir d'apprendre pour apprendre, le désir de vérité est devenu très rare. Le prestige de la culture est devenu presque exclusivement social. Aussi bien chez le paysan qui rêve d'avoir un fils instituteur, ou l'instituteur qui rêve d'avoir un fils normalien, que chez les gens du monde qui flagornent les savants et les écrivains réputés. Merci beaucoup, Julie.
Deux remarques par rapport à ce texte qui reprend une idée platonicienne, une idée que l'on trouve chez beaucoup de philosophes. Le désir de vérité est rare. On le trouve chez Nietzsche aussi, on le trouve chez Platon bien sûr. Nous ne voulons pas la vérité, nous voulons autre chose. Peut-être l'information, peut-être fake news comme dit l'autre. Nous voulons quelque chose qui nous permette de vivre confortablement, de vivre tranquillement, mais pas de vivre avec un rapport à la vérité, parce que, et c'est cela qu'elle essaye d'endurer, la vérité fait mal. La vérité fait mal. Si l'on veut considérer dans son corps et dans son esprit l'intensité d'une situation dramatique, on ne peut qu'en souffrir. S'éloigner de la vérité, c'est la meilleure manière de ne pas souffrir. On vit finalement dans sa caverne à soi, dans son rapport à l'information à soi, sur sa chaîne préférée. Mais ce qui me choque, et là je serais plus critique par rapport au texte, c'est qu'il y a une mise en scène historique. Et la mise en scène historique, c'est naguère. Avant, on avait un rapport sincère à la vérité. Avant, la vérité était parmi nous. Et avec la modernité, nous avons perdu ce lien avec le monde. Cela, c'est une autre idée. La première idée, c'est qu'il y a deux types de rapports à la vérité, un qui serait plus authentique que l'autre. Et puis, la deuxième idée qui vient se greffer là-dessus, c'est une idée historique, nostalgique à sa façon. Nostalgos, c'est l'amour du passé, en disant « nous avons beaucoup perdu ». Et cela, c'est un des bémols que j'aimerais bien apporter par rapport au texte, parce que je ne suis pas sûr du tout que cette mise en scène d'un passé où on était à tu et à toi avec la vérité soit non seulement fondée, mais en plus nécessaire. Il y a moyen de penser comme elle pense, c'est-à-dire d'essayer de réactiver le désir de la vérité pour la vérité, le désir d'apprendre pour apprendre, sans en passer par une mise en scène qui est fatalement anti-moderne, puisque pour elle, la modernité est le lieu d'un oubli, pour beaucoup d'autres. Mais enfin, chaque fois qu'on est nostalgique, finalement, on compare. Tous les humains se comparent. La comparaison est peut-être l'outil majeur de la vie humaine. Nous nous comparons sans cesse. Nous comparons aujourd'hui à hier, aujourd'hui à demain, notre voisin, à nous-mêmes, ce que nous aimerions, à ce que nous n'aimerions pas. Et cette comparaison qui nous permet d'avancer, parce que c'est en comparant deux situations que l'on dit tiens, mais cette situation-là est meilleure que l'autre, donc on va essayer de la rejoindre. Il n'y a pas de progrès sans comparaison. Cette comparaison est tout de même un vrai poison. Elle est un vrai poison aussi parce qu'elle nous empêche simplement de goûter ce qui est. Et on voit cette sorte d'empoisonnement de la comparaison dans une pensée qui essaye de condamner le passé, de condamner le présent au nom d'un passé fantasmé. C'est un bémol que je voulais introduire ici, tout en vous demandant qu'est-ce que vous pensez de cette mise en scène historique, premièrement, et puis, deuxièmement, de sa conviction que le désir de vérité est devenu, et l'histoire est devenue très rare. Oui. Donc ici, au travers de ce que vous dites, j'essaye de comprendre, puisqu'on a un petit peu une définition de la culture, mais une définition négative. Oui. Et donc j'essaye d'envisager, mais qu'est-ce que l'envisage comme culture qui serait positive? Ici, vous mettez un petit peu le danger d'avoir une culture, de rejeter une culture qui serait plus moderne. J'essaye de comprendre, et il me semble qu'elle comprend la culture comme pas des connaissances, mais une démarche d'acquisition dans laquelle on intègre son environnement, on comprend son environnement. On peut comprendre aujourd'hui, par exemple,
et elle intègre également le passé. Donc il y a un processus que je trouve intéressant, mais il n'y a pas à danger quand on commence à valoriser son passé de ne plus connaître que ça attribue. Donc je dis il y a quelque chose qui est intéressant de découvrir son environnement, et il y a en même temps peut-être du danger de ne pas pouvoir comprendre l'environnement de l'autre. Merci monsieur pour ce qui est à la fois une synthèse très belle de ce qu'elle dit et puis une question sur la suite, puisque c'est bien cela que nous sommes convoqués. Si on commence à comprendre ce qu'est le déracinement, que pourrait être un enracinement, premièrement, et deuxièmement, en quoi cet enracinement n'est-il pas finalement soit conservateur, soit réactionnaire, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Elle dit, nous souffrons de ne plus avoir de racines. C'est la façon dont elle nomme le problème contemporain. Nous souffrons d'un manque de racines, nous sommes hors sol, nous sommes de plus en plus hors sol. Et je crois que, vu la bulle virtuelle dans laquelle nous vivons aussi, vu la manière dont beaucoup de personnes pensent que les légumes poussent dans des boîtes de conserve finalement, vu la manière aussi dont nous sommes tout à fait très souvent oublieux de ce qu'est la matière, de ce qu'est la résistance de la matière. Nous sommes oublieux, par exemple, des protocoles de communication aujourd'hui entre deux GSM. Nous sommes juste des consommateurs très souvent et des utilisateurs passifs qui sommes un petit peu fâchés parce qu'un téléphone pourrait ne pas fonctionner, mais ce qu'est la vérité technique et scientifique d'un protocole de communication, beaucoup d'entre nous s'en fichent un petit peu. Donc dans cette culture, qui est une culture critique d'oubli, se dessine ce que pourrait être une culture peut-être plus informée, certainement. Ce qu'elle désire, c'est le terrain. Je trouve que sa démarche est une démarche qui est extrêmement inspirante, parce que si à un moment elle dit « je dois refermer mes livres, parce que je dois aller voir dans le monde de l'autre comment l'autre vit concrètement », c'est pour, d'une certaine manière, non seulement faire ce qu'elle sent juste, mais aussi démentir par son action le risque de fermeture dans lequel, que vous dénoncez, et assez à juste titre, parce que vous dites, non mais finalement, une culture qui serait une culture enracinée, ne serait-ce pas une culture un petit peu fermée, ne serait-ce pas une culture, si elle est toute intellectuelle, qui nous empêche d'aller vers l'autre? Et je pense que Weil a bien saisi ce problème. Et elle s'est dit, oui, si je suis une sorte de rentière de ma culture, que j'ai mon savoir, que je me reconnecte à un désir de vérité, et si je ne fais que cela, eh bien finalement je cultiverai quoi? Je cultiverai moi-même, mon ego, je pourrais être droite dans mes bottes et heureuse, et c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Et être heureuse est sans doute ce qui ne l'intéressait pas du tout. C'est étonnant, les gens qui ne sont pas intéressés par la question du bonheur. C'est pas la question. Ma question, c'est comment soulager la souffrance et comment aller vers l'autre. Oui, elle va travailler à l'usine 300, elle va faire la guerre d'Espagne, elle revient à Londres, etc. Toujours, donc, c'est par l'action, c'est par l'investissement concret qu'on dément une culture qui serait tout entière livresque. Je ne sais pas si c'est une façon correcte de répondre à votre question, mais c'est en tout cas ce qui me vient en disant que c'est une intellectuelle qui n'en est pas une. C'est-à-dire c'est une intellectuelle qui dément son intellectualisme par une action tout à fait concrète où elle paye de sa personne. Et on voit de plus en plus dans la philosophie contemporaine des philosophies qui sont aussi des philosophies de terrain. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il ne suffit pas de parler simplement. Monsieur, moi j'ai une question parce qu'en fait je trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce que vous dites, parce qu'elle condamne la vulgarisation en disant que voilà, la vulgarisation, on a retiré tout l'or, tout ce qui était pur dans ce qu'on pouvait apprendre dans le savoir,
Et je trouve que justement la vulgarisation peut amener aussi à une couche sociale défavorisée à acquérir un certain savoir et avoir quelque chose d'élévation. Alors que vous dites justement dans son histoire, dans son parcours, elle s'est rabaissée à un certain moment au niveau ouvrier pour aller trouver sur le terrain. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a une opposition là, il y a quelque chose... Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu illogique. Vous avez 1000 fois raison. Et la vie humaine est profondément illogique. Oui. Et heureusement. Et méfions-nous toujours de ce qui n'est pas un petit peu paradoxal. Quelqu'un qui dirait à son épouse, par exemple, je suis très attaché à toi, et qui dirait aussi, tiens, mais je suis que attaché à toi, je ne parviens pas à me détacher du tout de toi. C'est un couple un peu spécial. Il faut être très attaché, mais il faut aussi, pour donner la liberté, permettre un détachement. Et c'est ici que le paradoxe, finalement, est l'autre nom de la vérité. Simone Veil est furieuse sur la vulgarisation. Lorsque la vulgarisation est une sorte d'édulcoration, si je puis dire, je ne sais pas si le mot existe, d'édulcoration d'une connaissance pour que ce soit simplement digeste tout en étant faux, elle est furieuse sur cette vulgarisation-là. Mais d'un autre côté, elle va rédiger des libelles et des libelles à destination des ouvriers en 1936 en disant voilà ce que vous devez savoir, voilà ce qu'on ne vous connaît pas, ce qu'on ne vous dit pas, et elle ne va pas utiliser pour ce faire les grands mots de la Sorbonne, ni celles qu'elle connaît bien. Elle utilise alors un langage qui est droit, qui est direct, qui est juste. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans le paradoxe. Et c'est pourquoi le sophisme est toujours aussi ce qui guette. Il faut essayer d'accepter le paradoxe de la pensée humaine et de la vie humaine sans se servir de ces côtés paradoxaux comme un rhéteur qui se dirait tiens, mais je peux toujours jouer des coups à la vérité puisque de toute façon elle est paradoxale et donc puisque de toute façon tout est juste d'un certain point de vue. C'est ça la liberté du langage. Les choses ne sont pas paradoxales. Notre langage est paradoxal. Et c'est pour ça que la vie est compliquée. Oui, monsieur. Merci. Je voudrais rebondir sur les ambiguïtés, le paradoxe, etc., pour souligner que c'est une pensée éminemment dangereuse pour aujourd'hui, parce qu'elle est entendable à l'extrême gauche, au sens très large du terme, et aussi d'une certaine manière à l'extrême droite. Comme vous l'avez rappelé très justement, au tout début des années 40, régnait la pensée maréchaliste, et ça politique entre 40 et 42, après ça se complique, ça se durcit. Et beaucoup de ces thèmes pouvaient rentrer en résonance avec des vichysois résistants. Le thème de la racine, de la terre, une façon de tendre vers la vérité avec absolue, une forme d'aristocratie de l'esprit. Enfin bref, je pourrais développer des thèmes qui, par certains aspects, sont en lien avec la pensée du Maréchal. Alors, à mon avis, il faudrait faire un gros effort de traduction et ne pas l'idolâtrer ou la sanctifier, parce qu'il y a eu des tentatives en ce sens-là. Je prends deux exemples. Il y a un mois, j'étais pendant une semaine à Cerisy-la-Salle, où il y a eu un colloque pendant 8 jours qui a rassemblé 65 personnes sur Simone Veil. Je rentre dans ma maison, j'ouvre par hasard le Figaro, mais c'est un hasard, et je vois que le Figaro l'a élu philosophe du XXe siècle, non pas de la première moitié du XXe. Donc on sent bien qu'il y a des récupérations multiples et variées. Je crois qu'aussi, si entre guillemets elle est en odeur de sainteté, mais elle n'a pas trop fait pour ça, c'est d'une certaine manière, elle incarne aussi les contradictions internes du christianisme. C'est-à-dire qu'à la fois c'est une pensée de l'émancipation, le pape François pourrait s'y retrouver, et par bien des aspects, c'est une philosophe qui pense en termes juifs et à travers un certain courant du judaïsme. On sent quand même un christianisme doloriste, c'est-à-dire sur la croix, le crucifié, beaucoup moins le Christ de la résurrection. Enfin, on pourrait développer cette pensée qui, par bien des aspects, est immensément riche et donc fait écho dans nos sociétés de multiples niveaux. Bref, sur la thématique de la traduction, moi je proposerais le thème de désarroi et de désorientation, parce qu'il me semble que le thème de la racine aujourd'hui est un thème qui peut paraître ambigu à une époque où il y a une résurgence de la pensée identitaire close. Je vous remercie.
mes applaudissements et mes remerciements aussi, parce que c'est tout à fait juste. De réaction, une réaction par rapport à la récupération, elle est évidemment flagrante, et on voit bien que ce soit des nostalgiques de Vichy ou que ce soit les pensées maréchalistes comme vous dites, peuvent d'une certaine manière se retrouver dans cette pensée. Mais si ce danger de récupération était celui qui nous hantait, alors sans doute devrions-nous nous défaire de la moitié de nos bibliothèques. C'est-à-dire que Platon, à sa manière, dans une sorte d'hagiographie de la tyrannie aristocratique, finalement anticipe toutes les dictatures que l'on peut imaginer. Nietzsche, à sa façon, malgré tout son désir de liberté, a au moins un dixième ou peut-être un vingtième de son œuvre qui est tout à fait compatible avec les éloges de la puissance, avec les éloges de la force. Ce que je veux dire, c'est que en connaissance de cause, et vous éclairez ici quelque chose qui peut être de l'ordre d'un danger certain, en connaissance de cause, nous devons cependant aller vers les philosophes. Parce que philosophe comme celle-là soit récupérée par l'extrême droite aujourd'hui, franchement, je ne crois pas que l'extrême droite lit. D'accord, d'accord. C'est pas la question. C'est pas la question. Elle ne lit pas, tout simplement. Ce qu'il faut voir, c'est si le mot racine qui est utilisé, et ça je trouve que vous mettez très justement le doigt sur le problème, c'est si quelque chose comme un enracinement est une pensée nécessaire ou importante aujourd'hui. Cela, c'est un problème intellectuel et existentiel pour chacun. Personnellement, j'irai dans votre sens en parlant, je ne parle pas de désarroi, je parle dans le livre qu'on citait tout à l'heure, Exister, résister, de perplexité. Je dis, on n'est plus dans une époque complexe, on est dans une époque où nous sommes sommés devant une sorte de perplexité, dire désarroi, c'est-à-dire toujours tendu entre ce qui nous fascine dans l'existence contemporaine et ce qui aussi peut nous paraître redoutable, profondément redoutable. Ce sont ces concepts-là, les concepts de perplexité comme les concepts de désarroi, sont des concepts de la déconstruction. C'est-à-dire que l'on nomme quelque chose sur lequel on ne peut rien construire. Sur base d'un désarroi, qu'allez-vous donc construire? Sur base d'une perplexité, qu'allez-vous donc construire? Non, simplement, vous êtes envahi par le doute, il n'y a plus de sol solide sur lequel s'ancrer, justement, il n'y a plus grand-chose. Et c'est pourquoi ceci, à titre de problème, et il n'y a pas ici des questions, je dirais, ni de vérité idéologique, mais il y a vraiment le rapport au problème intellectuel. N'est-il pas intéressant de penser d'une certaine manière à l'importance ou pas du rapport à la racine? Est-ce intéressant? N'est-ce pas intéressant pour notre époque? C'est une question qui est évidemment tout à fait balayée par la culture contemporaine. Tout à fait balayée. Et cependant, on voit toute une série de personnes qui se disent, certes, cette culture virtuelle nourrit une partie du cerveau, mais tout de même, revenir à la nature, observer la nature, chercher quelque chose dans l'inscription du corps sur une terre, essayer de penser la vérité de cette terre, n'est-ce pas là une racine dont nous avons besoin aujourd'hui? Cette notion-là, elle est quand même vive. Alors chacun doit se faire, je dirais presque une religion, et dire, moi finalement, j'arrive complètement à vivre sans racines, cela veut dire aussi sans passé, tout en sachant qu'il ne faut pas oublier, c'est un problème africain, les fruits ne poussent pas sur les racines. Les fruits ne poussent pas sur les racines. C'est important d'avoir des racines, mais ce n'est pas là
ou les fruits pardon. Ou alors, d'autres personnes qui disent « Non, je comprends ce que cela veut dire, cette notion d'enracinement, cela veut dire cette notion de ressourcement dans une réalité qui peut dépasser la seule sphère d'une culture uniquement intellectuelle. » Merci. Je voudrais revenir à ce que vous disiez à propos des étoiles et du soleil. Le temps que l'on prend pour regarder les étoiles dans le désert quand on est avec les dromadaires et avec les berbères. Le temps que l'on prend le soir sur sa pelouse pour regarder le soleil se coucher et la lune se lever. La culture, ce n'est pas une question de savoir uniquement. La culture, c'est une question d'être. Et la culture ne peut être que dans la mesure où elle vise le bonheur et l'individuation. Et dans cette optique-là, nous assistons actuellement à un phénomène irréversible de transformation complète de la notion de culture. On appelle ça la transversalité de la culture. À savoir que tout le monde a accès à des données qui vont jusqu'au big data, qui sont accessibles à tout le monde, mais qui sont accessibles dans un contexte de recherche par Internet et qui se font de manière individualiste. On n'aura pas la possibilité, et Big Gates pourra faire ce qu'il veut, mais il n'y arrivera pas à digitaliser un concerto de Mozart, à digitaliser une conférence comme nous avons ici, à digitaliser des informations qui sont données lorsqu'il y a des contacts qui sont en train de futur. Voilà, je parle également d'un programme universitaire, des choses comme ça. Mais le danger existe de croire que la culture, c'est ce que disait notre premier intervenant, est une culture du savoir et du pouvoir de l'Internet. Et là, je dis attention, là, il y a danger. Parce que la transversalité de la culture, ça, c'est vraiment très dangereux pour la culture. Tout à fait. Vous pouvez définir le terme transversalité que vous utilisez, parce que je pense que ça intéresse vraiment tout le monde. Comment je vais être un peu long. La culture numérique est caractérisée par la création de produits inédits, réalisés grâce à l'intégration d'éléments issus de plusieurs domaines culturels autrefois séparés. Par exemple, un lien hypertexte est le résultat d'un agrégat de plusieurs documents entrelacés par des liens avec des inclusions d'images fixes ou animées et de sons ou de musique. Cette intégration est le résultat de la numérisation des divers éléments physiques servant de support aux produits culturels, textes, images fixes, animés, sons, musique, etc. et de la convergence des technologies de l'information et de la communication permettant de traiter aisément ces informations numérisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes sont particulièrement ouverts à ces nouvelles formes de créativité. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, il faut... Pardon d'interrompre la lecture, mais je pense qu'effectivement, on a vu où vous vouliez en venir, et je pense de façon très juste, en disant deux choses. D'abord, le lien entre culture et être, et la manière dont ce lien est profondément défait par une certaine utilisation du numérique. Mais je pense que ce à quoi nous sommes convoqués aujourd'hui, c'est recréer dans cette culture-là des modes d'existence, des modes d'être qui soient justes, qui soient d'une certaine manière enracinés. Il n'y a pas de fatalité, destinée à se dire, tiens, mais il est absolument impossible que dans cette culture-là, nous ne parvenions pas à une sorte de mode d'existence plus juste, plus authentique. C'est pourquoi j'essaie d'évacuer les lectures trop historiques de cette question en disant, sur cette planète coexistent des manières de vivre qui sont complètement oublieuses
de ce qu'est apprendre pour apprendre, de ce qu'est le lien entre culture et être que vous soulignez, qui est au centre vraiment de ce qu'on a travaillé, et coexistent aussi des individus comme vous, comme beaucoup ici, qui essayent, avec ce qu'on a comme matériaux, et grâce à la puissance de nos outils qui sont fabuleux, c'est pour ça la perplexité, c'est pour ça, voilà, fabuleux, sculpture numérique. Mais dans ce cadre-là, on essaye de recréer des modes d'existence peut-être plus justes. Je vois qu'on va devoir finir, c'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être Julie va nous emmener vers la fin de ce texte. Et puis alors, puisque c'est important et c'est peut-être là que sont les racines les plus justes, en tout cas là on n'est pas dans la culture intellectuelle, on est dans une culture qui sait ce qu'est le corps et qui sait ce qu'est l'oreille. On va finir en musique avec votre composition originale qui s'appelle Prélude d'un rêve. Comme un rêve. Les examens exercent sur la jeunesse des écoles le même pouvoir d'obsession que les sous sur les ouvriers qui travaillent aux pièces. Un système social est profondément malade. Quand un paysan travaille la terre avec la pensée que s'il est paysan, c'est parce qu'il n'est pas assez intelligent pour devenir instituteur. Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont que deux comportements possibles. Ou ils tombent dans une inertie de l'âme, presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie. Merci.